Bon, chose promise, chose due, on va maintenant s'attaquer à la partie BDD de notre application. Donc, on va commencer par venir se créer la table qui va contenir tous nos articles, donc nos posts, et on va également du coup créer le modèle associé à cette table. Comme je vous le disais du coup dans les vidéos précédentes, avec Laravel, on va utiliser l'ORM Eloquent. Un ORM, ça veut dire Object Relational Mapping. Concrètement, vous allez prendre une BDD relationnelle et vous allez la manipuler comme des objets, donc du coup avec des classes et des instances. Et donc l'ORM Eloquent, il fonctionne avec le design pattern Active Record. Ça veut dire que concrètement, vous allez avoir un modèle qui va correspondre à une table. Tout simplement. Et donc quand vous allez manipuler des entrées dans cette table, vous allez en fait manipuler des instances de votre classe de modèle. Quand vous allez créer une nouvelle entrée dans votre table, vous allez créer une nouvelle instance de la table. Quand vous allez faire un select et récupérer plusieurs entrées dans cette table, eh bien en fait vous allez récupérer une collection d'instances du modèle. Donc forcément, le modèle, ça sera le point d'entrée vers la table qui lui correspond. Donc forcément, en général, je dis bien en général, il y aura des petites exceptions. En général, quand on va venir créer une nouvelle table, on va créer du coup le modèle qui lui est associé. Et donc du coup, c'est grâce à nos modèles qu'on va pouvoir du coup avoir accès à cette ORM Eloquent. Les modèles, c'est vraiment du coup le point d'entrée d'Eloquent. Donc, nos modèles sur notre application, ils vont se trouver dans App et dans le dossier Models. Par défaut, vous avez déjà un modèle qui s'appelle User, qui va correspondre à une table Users, au pluriel. Les noms des tables avec Laravel, par convention, ils seront toujours au pluriel, tandis que les noms des modèles seront eux toujours au singulier. Et donc du coup, quand vous allez avoir un modèle comme ici, user au singulier, et bien du coup, automatiquement, Laravel va le faire correspondre avec une table qui va s'appeler users, donc tout en minuscule, au pluriel. Ça, vraiment, c'est les conventions de nommage. Il y a moyen de venir outrepasser ces conventions de nommage et ces automatismes en rajoutant du coup du code et des propriétés dans vos modèles, mais par défaut, du coup, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et c'est plutôt très très bien pour la majorité des cas. Alors, pourquoi par défaut on a déjà un modèle user? Parce que, en fait, si vous allez dans le dossier database et dans le dossier migrations, vous pouvez voir juste ici un petit fichier qui s'appelle create users table, qui est ce qu'on appelle un fichier de migration. Et les fichiers de migration, je crois que je vous en ai parlé rapidement dans les vidéos précédentes, ils vont vous permettre de créer et de modifier vos tables en BDD. Ça veut dire que vous n'aurez plus à passer soit par l'interface de votre logiciel de gestion de BDD, vous n'aurez plus à faire des dumps SQL pour gérer vos différentes tables, vous allez pouvoir en fait passer directement par des fichiers PHP pour venir créer, modifier vos tables dans votre BDD. Et donc par défaut, Laravel inclut une migration pour venir créer du coup une table users. Et donc vu qu'il inclut par défaut cette migration, eh bien il vient inclure également par défaut le modèle qui lui correspondra pour du coup accéder aux données de cette table users. Et donc nous ici, on ne va rien supprimer, puisqu'en fait ça pourra nous être réellement utile dans les prochaines vidéos, puisque on sait que sur notre blog on va avoir des utilisateurs, du coup on utilisera simplement la migration ici qui existe déjà pour créer la table users, on l'adaptera à nos besoins avec le temps, mais sa base est très très bien pour fonctionner pour notre projet. Maintenant que tout ça est dit, on va venir créer du coup notre modèle pour gérer nos postes et du coup la table qui lui correspond. Et donc du coup maintenant on le sait, pour créer une table, on passe par une migration. Donc il va falloir un fichier de migration, un fichier de modèle. Pour les créer, forcément, on ne va pas faire ça directement à la main. On pourrait techniquement venir du coup copier la structure ici par exemple d'un fichier de migration, copier ici la structure d'un modèle et ensuite les modifier avec les bons noms et tout pour que ça corresponde pour notre projet. Sauf que forcément quand vous utilisez un framework, autant utiliser tout ce qui met à votre disposition pour aller le plus vite possible. Et donc nous forcément, on sait qu'on a l'utilitaire en ligne de commande artisan qui va nous permettre de faire toutes ces choses-là. Donc n'oubliez pas, si jamais vous avez laissé un petit peu votre projet de côté pendant quelques temps et que vous avez oublié les bonnes manières, eh bien je vous invite à faire un petit PHP artisan serve depuis votre projet pour du coup lancer un petit serveur web, histoire qu'on puisse y accéder depuis notre navigateur. Donc logiquement votre projet pour l'instant il ressemble toujours à ça. Et donc ensuite vous venez sur le terminal, donc moi j'ouvre un nouvel onglet, et vous allez pouvoir du coup utiliser artisan. Donc on fait un petit PHP artisan. Vous allez indiquer que vous voulez créer un nouveau modèle, donc vous indiquez make, 2 points,
modèle. Donc la commande make, vous la verrez énormément avec Artisan, puisque c'est elle qui permet de créer l'énorme majorité des fichiers. Si vous voulez créer un modèle, vous allez indiquer make model. Si vous voulez créer un contrôleur, vous allez dire make controller, etc., etc. Donc nous ici, on va indiquer qu'on veut créer un modèle. Vous indiquez le nom du modèle en question. Donc il doit correspondre au nom de votre future table au singulier et du coup en commençant par une majuscule. Donc en upper camel case ou en Pascal case. Donc nous ici on va l'appeler post, puisque je veux ensuite avoir une table post avec un S à la fin. Et du coup pour créer au passage le fichier de migration qui va correspondre à la création de ma table, eh bien j'utilise l'option "-m". Ça c'est vraiment pour venir du coup créer le fichier de migration à la suite. Ça n'est pas une obligation, si vous ne le mettez pas, du coup ça va simplement créer le fichier de modèle. Donc du coup ça c'est pratique si jamais par exemple la migration a déjà été faite avant. Donc là, vous faites ça. Vous pouvez voir qu'on vous dit que deux fichiers ont été créés. On a appmodels post.php et du coup notre fichier de migration qui du coup s'appelle createPostTable, donc post avec un S. Et également vous avez du coup la date et l'heure à laquelle a été créé ce fichier. Donc ça du coup c'est vraiment pour que le nom soit unique, comme ça vous êtes tranquille. On va donc revenir sur VS Code pour regarder tout ça d'un petit peu plus près. Donc au niveau du modèle post qui a été créé, vous voyez que par défaut c'est un tout petit fichier, donc c'est simplement une classe qui porte le nom du coup du modèle qu'on a voulu créer, qui étant une classe de modèle, c'est cette classe du coup modèle d'Eloquent qui nous permet du coup d'accéder à toutes les fonctionnalités que met à notre disposition Eloquent, et vous allez voir qu'il y en a un paquet, mais pour l'instant on n'a pas besoin d'y toucher. En l'état ici, notre modèle nous permet déjà du coup d'accéder à une table post en BDD. C'est déjà mappé comme ça au niveau d'Eloquent grâce simplement au nom de la classe que j'ai juste là. Donc là du coup ça veut dire que concrètement avec cette simple classe ici qui utilise le trait asFactory, on en reparlera un petit peu dans la prochaine vidéo des factories, eh bien on peut déjà faire toutes les opérations de base qu'on fait sur les tables, donc des créations, des mises à jour, des lectures, des suppressions, sans aucun souci. Pour ce qui est de notre migration, par défaut, c'est plutôt déjà bien rempli. Vous pouvez voir qu'on a deux méthodes. Donc vous avez une nouvelle classe anonyme qui vient étendre la classe migration. Et donc à l'intérieur, on a deux méthodes. On a une méthode up qui donc elle va faire l'action soit de créer, soit de mettre à jour une table. Pour nous ici, c'est une création de table. Du coup, on utilise la méthode create. Et ensuite, vous allez avoir la méthode down qui est censée faire l'exact contraire de ce que fait la méthode up. Ça veut dire que si la méthode up vient créer une table, dans ce cas-là, on va venir la supprimer. C'est ce qui est fait ici par défaut avec la méthode dropIfExist. Et si jamais par exemple du coup c'est une création d'un nouveau champ, d'une nouvelle colonne dans une table, et bien du coup il faut que ici au niveau de la méthode down, ça annule. Pourquoi est-ce qu'on a une méthode qui annule? Eh bien c'est parce que avec les migrations, on pourra le voir au fur et à mesure de cette formation, eh bien il y a possibilité en fait un petit peu de venir naviguer entre ces migrations, venir en exécuter, venir en annuler certaines, repartir complètement en arrière, réexécuter du coup X ou Y migration, et donc du coup c'est pour que ces méthodes-là, ces commandes-là fonctionnent ensuite avec Artisan, qu'on crée cette méthode down, puisqu'elle permet du coup d'annuler exactement ce qui a été fait par une migration. Donc ça veut dire que si je viens d'exécuter par exemple 3 fichiers de migration et que je veux annuler ce qui vient d'être fait, et du coup il va falloir que on reparte dans le sens contraire, et du coup c'est les méthodes down qui seront exécutées quand vous allez du coup faire la bonne commande avec Artisan. Donc du coup c'est important de ne pas laisser de côté cette méthode down. Ensuite, vous pouvez voir juste ici, donc au niveau de la méthode create, qu'on a deux arguments. Premier argument, c'est simplement le nom de la table qu'on souhaite créer. Donc là, c'est la table post avec un S, moi ça me va très très bien. Et donc ensuite, vous allez avoir une petite fonction anonyme dans laquelle vous allez devoir donner la structure de votre table. Par défaut, on est déjà venu vous indiquer une structure de base qui va correspondre à la plupart de nos besoins pour nos tables. Donc vous allez avoir par défaut un champ ID, donc ça quand vous allez utiliser la méthode ID sur votre blueprint, ça va venir vous créer la fameuse clé primaire qui va s'auto-incrémenter pour chacune de vos entrées, donc normalement c'est censé vous plus ou moins vous correspondre. Et ensuite, vous avez ici la méthode timestamp qui permet de créer deux champs dans votre table, les champs created at et updated at, qui vont du coup respectivement contenir la date de création et la date de mise à jour
de la dernière mise à jour de votre entrée. Donc du coup, en général, c'est pareil, les timestamps sont plutôt intéressants. Chose intéressante à noter, quand vous allez utiliser l'ORM Eloquent, les timestamps sont gérés automatiquement par Eloquent. Ça veut dire que c'est jamais à vous de venir gérer la date de création et la date de mise à jour. C'est Eloquent qui le fera pour vous, et ça c'est plutôt cool. Et donc là maintenant, ce qu'on a à faire, eh bien, c'est venir étoffer un petit peu les différentes colonnes qu'on va avoir dans notre table, parce que pour l'instant, ça fait un petit peu mince. Avant d'indiquer ça, ici, on est venu créer du coup le modèle et au passage à la volée sa migration. Vous pouvez bien entendu venir créer une migration toute seule de son côté si jamais vous en avez besoin dans votre projet. Par exemple, le modèle est déjà créé, vous voulez créer du coup la migration toute seule, eh bien vous pouvez le faire avec la commande que je vais vous montrer dès maintenant. Donc vous faites un petit PHP artisan, make migration, et ensuite vous allez indiquer le nom de la table. Donc par exemple, si vous voulez créer une table post, vous allez pouvoir indiquer hop, create post table, vous allez pouvoir faire entrée, je vais le faire pour vous montrer, ça va venir du coup me créer un nouveau fichier, et vous pouvez voir que grâce au nom que j'ai donné à ma migration au niveau ici de ma commande, et bien automatiquement Laravel a compris que je voulais créer une table post. Et ça du coup, c'est plutôt très cool également. Et donc là, vous voyez, le contenu est identique à la migration que j'ai juste au-dessus. Donc forcément, j'en supprime une des deux. Ça paraît plus logique. On va avoir une seule table post. Sinon, quand la deuxième migration va s'exécuter, on va avoir une erreur qui va nous dire que la table existe déjà. Et donc du coup, maintenant, entre mon idée et mes champs de timestamp, je voudrais rajouter quelques colonnes dans ma table. Pour ce faire, forcément, on va pas faire ça à l'aveugle, je vous ai mis encore une fois un petit lien juste en dessous, et il vous permet du coup d'accéder à toutes les méthodes qui vont vous permettre d'indiquer du coup les différents types de champs que vous pouvez mettre dans vos tables. Donc un champ qui revient extrêmement beaucoup, forcément on ne va pas tous les faire et tous les passer en revue, avec le temps vous verrez lesquels conviennent mieux à vos besoins, et quand vous ne saurez pas, vous pourrez demander à internet ou à ChatGPT quel type de colonne est plus approprié pour telle ou telle valeur. Mais du coup un type de champ que vous allez vraiment beaucoup voir, c'est forcément les champs qui utilisent ici la méthode string qui permet du coup de créer l'équivalent d'un varchar dans votre table. Donc du coup les varchars plutôt courants. Les textes juste en dessous, pareil, c'est pour avoir du coup un type texte côté SGBD, et donc du coup string et texte, vous allez beaucoup les voir. Et donc on voit que pour ajouter une colonne, un champ de type varchar, du coup on va utiliser notre blueprint, on utilise la méthode string, et ensuite vous allez pouvoir indiquer le nom de la colonne, du champ, et ensuite éventuellement sa taille. Par défaut, si je me souviens bien, la taille elle est de 255, on va vérifier ça juste après. Donc là par exemple, je reviens sur ma petite migration, et donc je vais indiquer table string. Et donc moi ce que je voudrais, c'est avoir une colonne title qui va contenir du coup le titre de mon article. Donc là je vais là, ici je regarde, et vous voyez c'est bel et bien 255 caractères, la taille par défaut des varchars qu'on va obtenir. Donc moi par défaut je vais beaucoup laisser cette valeur là. Sur un site qui irait réellement en production, il faudrait vraiment se poser la question si par exemple vous avez décidé de limiter la taille des titres de vos articles à 100 caractères au niveau des règles de validation de vos formulaires, ça sert à rien de laisser un varchar de 255 caractères parce que du coup ça prend beaucoup de place dans vos BDD, et multiplié du coup par le nombre d'entrées que vous allez avoir, ça peut vite prendre beaucoup de place pour rien. Donc attention à optimiser de ce côté-là. C'est pas une optimisation qui est très complexe à faire, donc pensez à le faire. Donc là, on est bon pour le titre de notre article. Ensuite, on aimerait avoir une colonne qui sera également une chaîne de caractères et qui contiendra du coup le slug. Donc du coup, le titre, mais du coup, slugifié pour se retrouver dans l'URL dans la barre d'adresse. Donc du coup, ici on indique slug. Et ce slug, on va vouloir absolument qu'il soit unique. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit unique? Parce que vu que c'est ce qui va déterminer le lien qui me permettra d'accéder à un article, si jamais j'ai plusieurs articles qui ont le même slug, ça va poser problème pour accéder du coup à ces deux articles. Je vais forcément pouvoir accéder qu'à un d'entre eux. Donc il faut absolument que ce soit unique, et donc ça je vais le dire directement à mon SGBD pour qu'au niveau de la structure de ma table, on soit sûr que je ne puisse pas avoir deux fois la même valeur pour le champ slug. Et donc pour ce faire, au niveau de notre blueprint, vous venez simplement chaîner la méthode unique. Ensuite,
on va avoir un autre varchar, donc on utilise la méthode string, pour l'extrait de notre article. Rappelez-vous, dans l'introduction, quand je vous ai montré un petit peu à quoi ressemblerait le projet à la fin, vous avez pu voir que quand on est sur la page d'accueil, on voit simplement un extrait de l'article. Du coup, forcément, il me faut un champ dans lequel je vais venir mettre cet extrait. Et donc là, on va copier sur nos copains de WordPress, on va appeler ce champ excerpt. Pour le coup, pour tous les champs, si je me souviens bien, j'ai vraiment repris les mêmes noms que pour WordPress, au niveau de l'extrait, au niveau du slug, justement. Les titres, c'est vraiment title, on aurait pu imaginer autre chose, hein, éventuellement. Mais du coup, tous les noms des champs, j'ai utilisé les mêmes, histoire juste de faire un petit clin d'œil au patron des systèmes de blogging, tout simplement. Ensuite, on va avoir un type texte. Donc là, on utilise la méthode texte. Et donc, c'est dans ce champ qu'on va avoir le contenu de l'article. Donc là, vraiment, tout le contenu, pas que l'extrait. C'est pour ça que je mets un type texte, parce que je veux pouvoir avoir des retours à la ligne à l'intérieur. Et enfin, dernier champ de cette table, ça va être encore une fois un champ de type varchar. Donc j'indique la méthode string. Ça sera le lien vers l'image qui permet du coup d'illustrer notre article. Donc du coup, ici, je vais l'appeler thumbnail, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, ici la structure de votre migration est impeccable, elle est parfaite pour créer la table de mes rêves. Vous n'avez plus maintenant qu'à exécuter cette migration pour voir du coup la table se créer dans votre BDD. Parce que pour l'instant, si je viens sur ma BDD, hop là, je vais sur blog, on peut voir que par défaut pour l'instant, je n'ai aucune table. Et donc pour exécuter ma migration, c'est très simple. Je vais venir faire un petit PHP, artisan, migrate, et vous faites entrer. Vous faites entrer, du coup, naturellement, ça va venir exécuter les 4 migrations qui se trouvaient par défaut sur notre projet, et forcément, du coup, la migration que nous, on a créée. Donc les 4 migrations par défaut, elles sont très très bien présentes ici. Par défaut, sur beaucoup de projets, elles seront utiles. Celle pour créer les users, nous, elle était importante parce qu'on va l'utiliser réellement quand on va gérer du coup la partie authentification de ce projet. Pour les 3 autres tables ici, elles nous serviront pas réellement du coup sur ce projet, mais dans de futurs projets, elles pourront vous servir. Donc ici, on les laisse. On est sur un projet de test pour un petit peu s'amuser ensemble. Techniquement ici, on pourrait s'en passer, mais on les laisse comme ça. Sur de futurs projets, ces tables vous diront quelque chose puisque vous les verrez beaucoup là dans votre BDD de test pour votre blog, même si elles ne vous servent pas à grand chose. Vous pouvez d'ailleurs également regarder leur structure pour en apprendre davantage dessus. Ici du coup, les migrations ont été exécutées. Si je viens du coup maintenant sur Table Plus et que je viens actualiser, c'est incroyable, vous avez toutes vos tables qui sont apparues. Donc j'avais 5 migrations de création, du coup ça m'a créé 5 tables, et ça m'en a créé une 6e qui, elle, du coup, est chargée de retracer l'historique de l'exécution des différentes migrations. Et du coup, elle s'appelle migration. On peut voir juste ici, du coup, qu'elle contient le nom des différentes migrations qui viennent d'être exécutées, et elles ont toutes le même chiffre qui leur est assigné. Comme ça, si jamais je viens dire plus tard, on verra au fur et à mesure de cette formation, les commandes qui permettent de remonter par exemple d'une migration en arrière, d'une vague de migration en arrière, et bien du coup là on saura que si je veux remonter d'une vague en arrière, c'est les 5 que j'ai là que je dois venir annuler, puisque les 5 que j'ai là font partie de la même vague puisqu'elles ont le même batch qui est renseigné. Nous ici, la table qui va nous intéresser, ça va être la table poste. Donc vous allez sur la table poste et si vous regardez ici tous les champs, vous voyez qu'on a bel et bien la structure qu'on avait renseignée dans la migration. Et donc si vous cliquez ici sur l'onglet structure, alors après si vous êtes sur un autre logiciel, vous allez trouver les mêmes infos, il n'y a pas de souci, et bien on peut voir qu'on a bel et bien tous les champs dans la configuration qu'on avait demandé. Mes méthodes string ont permis d'obtenir des varchars de 255 caractères, puisque je n'ai pas renseigné de deuxième valeur en argument de la méthode, du coup ça a mis la valeur par défaut. Quand j'ai indiqué texte, j'ai bel et bien obtenu du coup une colonne de type texte pour le contenu de l'article. C'est impeccable, tout marche bien. Donc du coup, comme je vous le disais, la méthode ID, elle a créé ici notre champ ID, qui est un champ en auto-incrémente et qui est un big int non signé.
Donc là, concrètement, on peut mettre quelques trillions de données dans notre table. Et donc du coup, la méthode timestamp, eh bien, elle a créé ces deux champs que vous voyez juste ici, created at, updated at, qui du coup seront très utiles, puisque c'est souvent utile de savoir quand est-ce qu'une entrée a été créée ou quand est-ce qu'elle a été mise à jour pour la dernière fois. Donc du coup, en général, moi je laisse ces deux champs être créés au niveau d'immigration. Si vous n'en voulez pas pour X ou Y raison, vous pouvez supprimer l'utilisation de la méthode timestamp, mais du coup ça demandera de venir faire des petites modifications côté modèle. Donc la plupart du temps, je vous conseille de les laisser. Donc là, on est impeccable, maintenant on a une belle table. Ce qui me saute aux yeux ici, c'est que pour l'instant, bah, j'ai pas vraiment de contenu dans ma table. Donc ça veut dire que quand je vais créer dans les prochaines vidéos ma page d'accueil pour lister mes articles, je vais être embêté. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je m'embête à tout remplir à la main, et dans ce cas-là, ça peut être un petit peu long, et pas forcément bien structuré, parce que du coup, je vais vouloir aller vite, et je vais mettre du coup un petit peu du contenu à l'arrache pour pouvoir passer rapidement à la suite, soit je vais pouvoir utiliser un mécanisme de Laravel qui va me permettre de remplir très rapidement et très facilement ma table avec du contenu généré aléatoirement, avec du contenu fake de qualité qui va vraiment simuler une activité réelle sur mon site. Forcément, nous on va choisir la deuxième option, qui s'appelle du coup le seeding. Le seeding, vraiment, c'est le fait de remplir votre table avec du contenu la plupart du temps aléatoire, et du coup, ça va être le thème de la prochaine vidéo.